je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, Abderrahim Amaidi, je suis vétérinaire responsable technique chez Vedo Pharma. On va s'intéresser au sujet varroa, comme affiché à vos écrans, mais c'est surtout cette méthode de gestion intégrée ou de lutte intégrée contre le varroa et comment bien la mener. Donc, on va commencer par certains concepts et certaines idées reçues et qui circulent dans le milieu apicole. Et on finira par toute une partie pratique, comment conjuguer justement certaines méthodes de biotechnie et certaines méthodes médicamenteuses. Notre invité du jour, donc Gérald Terville, vétérinaire, diplômé du milieu apicole de Nantes, avec plusieurs années d'expérience, je ne vais pas dire combien, Gérald, et il va vous exposer, ce sera lui l'orateur aujourd'hui, il va vous exposer euh, sa vision des choses du point de vue sanitaire surtout, et il va revenir sur certains concepts. Je vais pas prendre la parole plus que ça. Gérald, Ok, merci. je t'invite à te présenter et tu peux y aller. Ok, merci. Euh, Déjà, bonjour à tous et merci d'être venus. Je vais juste terminer en termes de présentation. Je suis installé dans les Pays de Loire. Essentiellement, je suis centré sur le 49. Peut-être qu'au cours des discussions, j'évoquerai des aspects qui sont peut-être un peu locaux aussi par rapport à l'aspect apicole et à l'aspect saisonnalité. Ça sera sujet à discussion. Comme Abderrahim m'a dit, je suis vétérinaire, donc classique, hein, d'origine belge. Donc, j'ai aussi un peu de connaissance de ce qui se passe en Belgique en termes de climatologie. Donc, tout ça influence. On va attaquer un peu le sujet. Donc, on va parler de la lutte intégrée. Donc, lutte intégrée, c'est quelque chose qui est relativement connu dans pas mal d'espèces, hein, classiques, bovines, etc. Et aussi dans le végétal. Donc, sur la manière d'aborder la lutte contre les ravageurs de la manière la plus complète possible. On va voir que c'est assez parlant pour Varroa et que ça fait remettre un peu en question justement certaines façons d'aborder cette lutte contre le parasite. Juste 30 secondes. OK. Alors, la question qui nous a fait un peu aborder cette lutte intégrée, puis le webinaire en lui-même, c'était le constat chaque année que des colonies, évidemment, mouraient encore chaque hiver, en lien avec Varroa, avec toujours des questions qui reviennent sur est-ce que c'était lié à des charges parasitaires trop élevées. On parle beaucoup aujourd'hui des virus qui accompagnent Varroa dans leur rôle sur les affaiblissements et les mortalités de colonies. Des modifications climatiques, alors cette année est particulière à ce niveau-là, je pense que vous le savez tous d'un point de vue climat, avec des impacts plus sur les récoltes aujourd'hui que sur Varroa en tout cas, mais le réchauffement globalement qu'on a tendance à subir est quand même quelque chose qui influence Varroa et son développement aussi, ça on le remarque. Alors, une question qui revient souvent aussi, c'est que historiquement, j'en reparlerai régulièrement. Il y avait quand même souvent des traitements uniques qui étaient faits à plus ou moins les mêmes dates chaque année, en fin d'été, en été ou en fin d'été. Est-ce que ça, c'est un abord qui est encore raisonnable contre Varroa? La question sera non, hein, on va voir pourquoi. Les comptages, donc j'ai rapidement vu un peu les résultats de comptage. Donc il y a de plus en plus de gens qui font des comptages, mais on va voir que cette notion de comptage est quand même importante. C'est pas juste un 20 mots et juste savoir qu'il y a des varrois qui tombent. Ça nous aide à justement préparer cette lutte et améliorer la lutte. On reviendra aussi sur les échecs de traitement, sur les évocations des résistances hein, qui sont pas des légendes, hein. On sait qu'il y a des résistances qui apparaissent et que tous les médicaments peuvent être concernés. Donc ça, c'est important à avoir en tête aussi. Notion de réinfestation, qu'elle soit interne ou externe, j'insisterai sur ces deux aspects-là des réinfestations. Donc, en gros, toutes ces questions-là nous amènent à penser à la gestion correcte du varroa qui nécessite une réelle stratégie. Et on va voir un peu quel type de stratégie. Alors, je précise tout de suite, ça va pas être on va pas sortir avec des recettes toutes faites. Vous verrez que plus on avancera dans les explications et dans les discussions, et puis on verra qu'en fait,
chaque gestion va être propre à, je veux dire, à l'apiculture que vous menez, à la région où vous habitez, etc. Donc, de manière un peu pour détendre, on va dire, la mission, si vous l'acceptez, un peu, c'est pas, mais elle n'est pas impossible. C'est clairement, on cherche à tuer un acarien au milieu d'une population d'insectes. Alors, on le rappelle quand même, parce qu'il faut tuer l'un sans altérer l'autre. Et si vous savez un peu comment fonctionnent les insecticides et les acaricides, ben, vous verrez que la marge de manœuvre, elle est souvent très légère. Et j'aborde ce sujet-là pour quand même signifier que créer des médicaments pour tuer varroa sans altérer la population d'abeilles et la colonie d'abeilles, c'est pas si simple que ça. Donc, ce qu'on va viser, donc on voit bien qu'on doit faire attention et qu'on ne peut pas faire n'importe quel type de dosage, etc., dans une colonie d'abeilles. Donc, ce qu'on va viser clairement, c'est à maintenir la population de parasites de varroa en dessous d'un seuil qui va être dommageable à la santé de la colonie, et toujours en ayant une idée en tête, c'est la production. Quelle que soit la production, en fonction des types d'apiculteurs que vous êtes, certains que du miel, d'autres des essaims, des reines, de la gelée royale, mais il y a toujours une production qui est à préserver derrière et à maintenir, parce que c'est quand même l'objectif, quoi qu'il arrive, pour les colonies. Alors, il y a deux points qui vont régulièrement revenir. Alors, je sais que vous allez avoir à vous dire, on enfonce des portes ouvertes, mais préparer la saison apicole, ça se fait à l'été qui la précède. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est primordial. Ça va quand même être la clé de voûte de la lutte qu'on va organiser. Pas que, on va le voir. Donc, on va étendre cette gestion à toute la saison, mais globalement, un carrefour incontournable reste la gestion en été. Pourquoi en été? Ben, parce qu'il faut gérer les hivernantes, il faut préparer au maximum les hivernantes, qui sont vos colonies du lendemain et des futures productions l'année d'après. Alors, on a parlé des idées reçues. Donc, en fait, on va utiliser un peu quelques idées reçues. Donc, je ne l'ai pas dit, je vais compléter un peu ma présentation, mais je travaille aussi pour le PSE de la SAT 49. Et donc, à l'occasion, ben, j'ai des visites que j'effectue très régulièrement, aussi bien chez des petits possesseurs, des pluriactifs ou des professionnels. Et donc, on ressort quelques idées parfois liées à varroa ou aux luttes contre varroa. Et donc, on les a un peu reprises pour voir un peu ce qui en était. Alors, quand même souvent quelque chose qui nous est dit, qui était dit, mais qui change vraiment, on voit que les mentalités changent, c'est que les comptages sont inutiles parce que de toute façon, on va traiter. Donc, quel est l'intérêt de compter puisqu'on va traiter? Ben, compter, c'est quand même vous donner le statut de l'infestation parasitaire à un moment donné sur une colonie. Donc, si ben, on ne voit pas, si on démarre trop tard une gestion du parasite, ou si on démarre sur des colonies qui sont déjà fortement infestées, on ne va pas avoir du tout les mêmes résultats, indépendamment du médicament, de la préparation de la colonie pour d'autres choses. Mais clairement, le niveau d'infestation va quand même fortement impacter la suite de la colonie. Alors, encore une fois, c'est une porte ouverte, mais il faut le rappeler. Et tous ces comptages, les comptages qu'on va faire pour déterminer le statut de la colonie vont nous permettre un peu d'analyser pourquoi on réussit ou pourquoi on échoue parfois sur des traitements. Donc, également, on a parlé des réinfestations là en introduction. Typiquement, si on ne compte pas, il est difficile quand même de vérifier si un traitement a fonctionné déjà dans un premier temps, ou voir si éventuellement il peut y avoir eu des réinfestations, quel type, et si ces réinfestations ou ces persistances de varroa résiduelles de manière trop importante peuvent être liées à l'apparition d'une résistance. Donc, évoquer des résistances, ça implique justement de passer par des comptages. Et dans tous les cas, ben, ne pas le vérifier, ne pas le savoir, c'est une colonie qui sera potentiellement en danger et qui ne passera pas l'hiver si on n'y remet pas, s'il est encore temps d'y remédier d'ailleurs. Alors, comptage, c'est pas facile. Donc, pourquoi ils sont utiles et pourquoi c'est pas facile? Alors, deux petits schémas rapides. À gauche, vous avez des comptages qui ont été effectués dans l'Est pour vérifier les niveaux d'infestation des colonies à un moment donné, donc toujours le même moment. Et vous voyez en rouge, c'était les colonies qui étaient donc à des seuils qui dépassaient un seuil de nuisibilité à la colonie. Le reste en vert, c'était correct. Et vous voyez par exemple 2014-2013, ben, qu'au même moment, il y avait 83% de colonies en 2013 qui étaient à un niveau d'infestation qui était encore acceptable et qui aurait permis éventuellement la poursuite d'une production, par exemple.
alors qu'en 2014, il y a plus de 50% des colonies qui étaient déjà impactées, 2011, enfin 74%, qui étaient déjà impactées et qui potentiellement ne pouvaient plus poursuivre la saison. Cette notion aussi de comptage intervient dans les gens, par exemple, pour les gens, pour les apiculteurs qui veulent faire des mielées tardives, envoyer des colonies qui seraient déjà fortement infestées. Ben, l'exemple typique, c'est ça, c'est vous les envoyez, de toute façon fortement infestées, elles ne font peut-être pas de récolte, et clairement, elles seront, si tant est qu'il y ait un minima de récolte, elles seront peut-être impactées pour passer l'hiver et vous perdrez potentiellement les colonies. Donc ça, c'est important. La difficulté, ben, c'est aussi qu'au sein d'un même rucher, on a des infestations qui peuvent être très variables. Donc il y a cette notion de comptage un peu comment dire, en prospection, donc faire 8 à 10 colonies sur des ruchers de 20 ou 25, ça vous donne une idée globale de l'infestation, mais il faut savoir, ben, et vous le savez tous, qu'il y a des têtes à poux et des colonies, par contre, qui seront moins fortement infestées. Donc ça, on va le voir au travers d'exemples. Donc j'en ai un particulièrement ici. Ça, c'est un essai qu'on a, quand je dis un essai, c'est un essai terrain hein, concret qu'on a voulu faire au sein de notre ASAD pour voir un peu comment réagissaient des colonies, à la fois sur les niveaux d'infestation avant les traitements et tout au long des traitements, les chutes qui avaient avoir lieu et les adaptations de traitements qu'on pouvait faire. Alors, en jaune ou en blanc, c'est simplement les parcours de traitement qui ont eu lieu, donc ce n'est pas le niveau d'infestation. Mais globalement, on avait quand même retrouvé sur les 15 jours de comptage avant les traitements, les colonies qui étaient avec des charges très basses. Hein, vous voyez la première qui était à 54 varroa, ou la 13e, même chose, une cinquantaine de varroa, ont montré quand même des chutes globales qui étaient relativement basses. À l'inverse, toutes les colonies qui avaient au-delà d'une dizaine de varroa par jour, ce qui est aujourd'hui le seuil critique qui est admis vers le mois d'août, avaient des infestations, vous voyez, à 500, 400 varroa qui tombaient sur 15 jours. On s'est retrouvé avec des infestations à 2500, 3700. Il y a une colonie qui a vu chuter, qui a vu passer 6500 varroa sur toute sa durée de traitement, la 10e, là. Et pour info, celle-là n'a pas survécu, on s'en souvient bien. Donc, ça vous donne quand même une idée un peu des possibilités d'adaptation de traitement parce qu'on avait réadapté le traitement avec un flash en voyant les infestations qu'on avait. On avait voulu tester en fait un protocole et on a réadapté avec un flash avant la mise en cours du traitement. Donc, intérêt des comptages. Alors, les comptages, quand les faire, comment les faire? Donc, j'ai rapidement vu aussi que pas mal d'entre vous avaient tendance à compter tout au long de l'année. Alors, tout le temps, c'est intéressant. Évidemment, vous n'allez pas passer votre temps à ça. Ça prend du temps, les comptages, qu'ils soient forétiques ou qu'ils soient sur plateau. L'intérêt des deux est de toute façon valable. Il y a pas de problème. Ça doit toujours être mis en corrélation avec le statut de la colonie. Ça, il faut l'avoir en tête. Je reviendrai peut-être dessus après, mais typiquement, des colonies qui sont comptées sans savoir ce qui se passe dans la colonie, faites attention. Si elle est en mérage, si elle vient d'essaimer, enfin, ce genre de choses. Donc attention à toujours aller vérifier ce qui se passe quand même dans la colonie. Alors on a décortiqué un peu la saison printemps, été, automne, hiver avec les possibilités. Ben, évidemment en hiver on parle plus des plateaux, hein. On fait quand même beaucoup moins régulièrement du forétique en hiver. Le reste de la saison, les deux peuvent être intéressants. Avec des objectifs qui sont quelque part un peu différents. Par exemple, au printemps, on y reviendra, ça peut être justement des validations de parcours de colonies, avec des colonies qui verraient déjà des infestations un petit peu plus importantes, et ben, la possibilité éventuellement de les écarter de mielés précoces parce qu'elles risquent déjà d'être impactées. Ça montre aussi l'échec potentiellement du traitement qui a été fait la saison d'avant, donc une réflexion à avoir sur le type de traitement ou ce qui a pu se passer pour avoir ces infestations qui sont déjà importantes au printemps et donc des gestions qui vont être différentes selon le type d'infestation. En été, bah, c'est de vérifier, est-ce que je peux justement, je parlais des mielées tardives, est-ce que je peux envoyer sur des mielées tardives? Est-ce que les colonies ne doivent pas déjà être traitées beaucoup plus rapidement, hein? Rappelez-vous les différences d'une saison à l'autre. Et parfois, poursuivre des mielés avec des colonies fortement infestées, malheureusement, ça ne va pas mener à grand-chose. Automne-hiver, on commence à être dans la vérification des efficacités de traitement ou de l'impact du varroa encore sur les colonies à des moments où on est en plein dans des hivernantes qui sont là, et donc le risque vraiment aggravé des colonies. C'est aussi la vérification de l'efficacité de nos traitements.
mis en corrélation avec ce qu'on a fait avant, ben on peut commencer à discuter des résistances, des échecs de traitement, des réinfestations dans certains secteurs. Alors, juste, je vous rappelle sur ce slide-là, globalement, les chutes naturelles sur l'ange ou les lavages. Alors, on a mis les lavages à l'alcool donc sur des abeilles, 300 ouvrières qui étaient prélevées sur du couvain ouvert, fermé en partie. Et donc, ça vous donne un peu les seuils. Donc, je ne vais pas les rappeler, on en rediscutera éventuellement au fur et à mesure, je le rappellerai. Et puis, vous aurez accès comment dire, au PowerPoint, donc vous les aurez, ces comptages-là. Donc, quand même, juste pour vous montrer un peu à quoi vous attendre. Le 10 varroa, par exemple, qu'on a utilisé pour la période de juillet-août, c'est ce qu'on avait fait pour les colonies. Ça s'est révélé plus ou moins corrélé à ce qu'on a trouvé sur les chutes globales, en fait. Alors, une idée reçue, ça par contre, qu'on entend quand même régulièrement, certains traités, en tout cas chez nous, là, en 49, on a parfois des apiculteurs qui nous disent traiter en septembre, après la récolte, parce qu'ils n'ont pas eu c'est pas possible avant, ils maintiennent pour des récoltes. On a parfois du sarrasin chez nous, ils veulent des mielées tardives. Alors, le risque par rapport à ça, donc, c'est vraiment d'attendre trop tard pour appliquer le traitement et débarrasser la colonie du nombre de varrois qui vont l'impacter. Donc, si on commence en septembre, on expose quand même les hivernantes à un fort impact du parasite, des virus qui vont avec, clairement, et toujours avoir en tête, donc là, on a remis sur le graphe, on vous remet quand même la population d'abeilles. Vous savez bien que la population d'abeilles va commencer à diminuer, la quantité de couvain va commencer à diminuer, mais vos varroas, eux, ont toutes les possibilités, tant qu'il y a du couvain et tant qu'il y a des abeilles, dans le couvain, peuvent continuer à se multiplier. La différence, c'est qu'on ne va plus avoir le même ratio de varroa par rapport à la fois aux abeilles et surtout par rapport au nombre de cellules de couvain, et donc avec des multi-infestations et des explosions d'infestations qui sont éventuellement visualisables par les comptages. Donc, on utilise ce schéma-là là, qui est un peu un modèle pour rappeler que la population varroa, passé un certain cap, elle peut doubler tous les mois. C'est quelque chose qui est très approximatif, mais pas loin de la réalité. Et globalement, ça vous montre un peu ce qui se passe en fin de saison. Et l'idée que tous ces varrois, tant qu'il y a du couvain, clairement, ils vont pouvoir parasiter, sauf que la cellule de couvain, au lieu d'éventuellement recevoir une mère fondatrice, elle va pouvoir en recevoir deux, trois, avec tous les dégâts, évidemment, et la diminution des chances de survie, de toute façon, des nymphes qui vont être impactées comme ça. Aujourd'hui, donc, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que je fais des visites apicoles, et notamment PSE. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué quand même, c'est qu'il y a plus de 10 ans, 13-14 ans, on nous appelait quand même plutôt pour des abeilles qui étaient aux ailes déformées devant les ruches, avec des signes devant les ruches. Aujourd'hui, majoritairement, on a, je dirais, presque plus l'occasion d'en voir. Les couvains sont tellement impactés que c'est vraiment sur les couvains qu'on voit les problématiques que Varroa fait rencontrer en fin de saison, et avec des effondrements de colonies qui sont vraiment ultra rapides. Donc, cette idée d'attendre un peu plus tard, quelles que soient les raisons, bonnes ou mauvaises, clairement n'est pas bonne, avec l'impact sur les hivernantes en plus. Donc, on revient aux hivernantes. Alors, pourquoi les hivernantes sont importantes? La majorité d'entre vous le savent. C'est elles qui passent l'hiver et qui redémarrent la saison. Alors, redémarrer la saison, c'est-à-dire avoir la quantité d'abeilles et la qualité d'abeilles, ça, c'est vraiment deux points à avoir en tête pour permettre à la reine qui redémarre sa ponte d'assurer un bon entretien du couvain, un bon nourrissement du couvain, démarrer ces jeunes abeilles, ces futures jeunes abeilles qui vont remplacer les hivernantes au fur et à mesure, bien les préparer, les hivernantes qui pourront encore aller butiner, donc redonner leur dernier coup de fouet à la colonie en rapportant des choses dans la colonie, et donc d'avoir cette jonction qui se fait entre l'été précédent et le printemps suivant. Là, on a schématisé avec, c'est toujours des chiffres, il faut bien en donner un moment, des espérances de vie moyennes entre 60 et 200 jours. C'est ce qu'on trouve dans la littérature sur les hivernantes, les abeilles d'hiver. En voyant que, par exemple, si vous schématisez un lot qui est créé de quelques 500, 600 hivernantes qui vont être pondues et qui vont être préparées à partir du 15 septembre, vous voyez que si malheureusement Varroa, la ligne rouge au-dessus, impacte ces abeilles et réduit leur espérance de vie, parce qu'on sait que Varroa, c'est ce qu'il fait sur les abeilles, d'autant plus s'ils sont en grosse quantité, qu'il y a des virus avec, vos abeilles, au 15 février, elles seront toutes mortes, de toute façon. Or, chez nous, alors là, je parle pour les pays de Loire,
clairement, à partir de fin janvier, enfin, quand on a des arrêts de ponte, à partir de mi-janvier, fin janvier, les couvains commencent vraiment à se redévelopper. Et donc, s'il n'y a plus d'abeilles hivernantes pour s'occuper du redémarrage des couvains, ben, la colonie s'effondre et c'est typiquement les colonies que vous retrouvez vides avec quelques abeilles, une petite poignée d'abeilles et des couvains qui ne sont pas entretenus, etc. Au contraire, ben, vous voyez que l'espérance de vie a plus de 200 jours. Vous arrivez avec des abeilles hivernantes qui ont pu s'occuper de plusieurs générations de couvains, de futures abeilles. Et donc, obligatoirement, votre colonie a une dynamique de redémarrage qui ne va pas être la même et puis de santé qui ne va pas être la même. Alors aujourd'hui, on parle de varroa. Tout ce qui va impacter l'espérance de vie des hivernantes clairement, va impacter la survie de la colonie. La nourriture, bon, on ne va pas évoquer le frelon asiatique qui peut avoir quand même avec la prédation et les problématiques de butinage en fin de saison, de rentrée de pollen, etc. Tout ça va avoir aussi un impact, hein. Donc on restera sur Varroa aujourd'hui. Alors, le traitement appliqué en été, une autre idée reçue, traitement appliqué en été, bah, plus besoin d'y penser, j'ai fait mon traitement, on n'en parle plus. Alors non, évidemment, on va en parler. D'abord, lutter contre varroa, c'est pas juste mettre un traitement et faire tomber des varroas à une date précise. Donc le traitement d'été est très important. Encore une fois, c'est lui qui joue sur la préparation des hivernantes en défendant contre varroa. Mais globalement, il faut encore une fois avoir évité d'avoir atteint un seuil qui est vraiment déjà dommageable à la colonie avant ce traitement d'été. Si vos colonies, le 15 juillet, sont déjà impactées avec des grosses quantités de varroa, ce qui peut tout à fait arriver, bah, globalement, de toute façon, mettre le traitement en cagé ou autre ne permettra pas de sauver les colonies, hein. Faut être clair. Et ce traitement d'été, donc on en revient au comptage, il va dépendre un peu de l'évolution de la population de parasites dans la colonie, donc du nombre de parasites qui pouvaient déjà infester la colonie au point de départ. Donc vous voyez l'intérêt des comptages de printemps, par exemple, et vous voyez les évolutions de population de varroa dans les colonies en fonction du seuil de départ. Donc ça, c'est une première chose, c'est un peu ce qu'il y a dans la colonie et les quantités de varroa qui vont émerger derrière et contre lesquels on va devoir lutter. Bah, je pourrais vous remontrer ma fameuse colonie 10 là, qui avait vu 2000 varrois tomber en 15 jours, et donc avec pas loin de 8000 varrois en tout sur toute la période de traitement et de pré-comptage. Bah, typiquement, c'est une colonie qui aurait dû être écartée avant et gérée avant et n'aurait pas dû arriver là. Alors, autre chose sur le traitement d'été, ben, oui, j'ai fait mon traitement d'été. Alors là, je vais revenir et j'y reviendrai un peu plus tard sur parfois certains types de traitements un peu plus précoces, comme l'encagement et l'utilisation des médicaments à base d'acide oxalique, donc qui sont des traitements en général assez précoces. Attention aux réinfestations, alors internes ou externes. Donc, quand je veux parler d'interne, ben, c'est éventuellement ce qui pourrait rester de varroa dans la colonie et qui va utiliser le couvain qui est encore présent, hein, qui va être présent chez nous. On a largement, je vous dis, on a rarement des arrêts de ponte complets et on a régulièrement du couvain jusque fin novembre, début décembre. C'est pas rare d'avoir encore du couvain, donc de la multiplication de varroa qui peut continuer. Typiquement, s'il reste beaucoup de varroa après le traitement, il va se redévelopper. S'il n'y a plus d'action pour limiter sa population, il va se redévelopper. Ou, pensez-y, vous avez malheureusement encore des gens parfois qui ne traitent pas ou ne traitent pas correctement. Vos ruches qui sont bien traitées, qui sont fortes, vont peut-être aller les piller. Et on a des chiffres avec des réinfestations extérieures à plus de parfois 100 varroa par jour. Vous rentrez ça dans une colonie qui a été bien gérée, mais malheureusement qui présente encore du couvain, ben, vous voyez que globalement, votre réinfestation recommence et 3 semaines plus tard, vous avez un beau cycle de varroa qui a repris et un impact sur votre colonie qui peut être marqué. D'où encore une fois l'importance des comptages aussi pour vérifier un peu ce qui peut se passer par ces recontaminations externes aussi. Alors, s'il reste des varroas après le traitement, c'est qu'ils ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est vrai, oui, c'est possible. En tout cas, c'est une des possibilités. Par contre, ça nous amène à une question sur les traitements, c'est de connaître un peu les limites, avantages et inconvénients de chaque traitement et de savoir un peu ce que votre traitement peut faire dans une colonie. En sachant que l'idée qu'il y ait toujours des varroas qui persistent à l'issue du traitement, ben, c'est logique, il n'y a aucun traitement qui a 100% d'efficacité et on n'éradiquera pas varroa. Donc ça, c'est une idée qui doit bien être ancrée dans vos esprits pour aborder la lutte contre varroa. Et donc, globalement, de toute façon, il y aura une infestation résiduelle.
Alors, cette infestation résiduelle, ben, je reviens à ma colonie, encore une fois, à mes colonies qui ont été comptées. Elle va dépendre de l'efficacité du traitement, mais aussi de la quantité de varroa que vous aviez au point de départ. Vous voyez, on a schématisé mais 2000 ou 10 000 varrois dans la colonie avec des traitements à 90 ou 95% d'efficacité, hein, ce qui sont les normes admises aujourd'hui pour obtenir des médicaments, que ce soit en lutte biologique ou en lutte conventionnelle. Ben, il va vous en rester entre 100 et 500, ce qui n'est pas du tout la même chose pour une colonie qui potentiellement peut encore présenter du couvain et des possibilités de réinfestation interne, par exemple. Donc ça, c'est quand même à avoir en tête. À la fois, il faut savoir ce qu'il y avait dans les colonies pour juger un peu de ce qui peut en rester. Ce que je peux vous dire, par exemple, sur la colonie 10 là, que je vous ai montré dans le tableau, ben, c'est qu'elle, il restait des varrois à l'issue des comptages. Quand on voit sa courbe d'évolution des chutes de parasites, elle a vu des parasites tomber très régulièrement et pendant longtemps. Alors, donc, c'est un échec de traitement. Donc, on peut aborder un peu les résistances qui sont réelles, hein, et tous les médicaments peuvent être impliqués ou comment dire, impactés par des résistances qui apparaissent. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les types de résistances, mais globalement, on parle de trois. Je ne vais pas vous les détailler, mais soit le varroa ben, génétiquement se modifie et il modifie la cible du médicament, ça c'est un type de résistance. Soit comportementalement, en gros il évite le médicament, hein, il pourrait se réfugier ailleurs, c'est aussi des résistances qui existent. Pas difficile, pas facile à objectiver en abeille, hein, on ne sait pas tout à fait voir ce que varroa fait dans une colonie. Et puis vous avez des résistances métaboliques où on peut détoxifier des médicaments, et donc varroa peut éventuellement s'adapter en détoxifiant beaucoup plus les médicaments. Donc ces résistances-là, la chose à avoir en tête, c'est que une fois qu'elles sont acquises et que les parasites les utilisent, ils peuvent la transmettre aux générations futures. Alors varroa, je ne vais pas vous le rappeler, là c'est mis avec la petite cellule, mais c'est quand même une mère fondatrice qui donne un fils qui va féconder les filles. Donc en termes de consanguinité, donc en termes de transmission génétique de facteurs qui peuvent les intéresser, il y a rien de mieux pour multiplier notamment ces apparitions de résistance. Alors résistance, ça va être quoi? Ben, vous voyez un peu schématisé, mes varroa verts, c'est des varroa sensibles. Je mets un médicament, ben, ils vont mourir, il n'y a pas de problème. Et puis, au fur et à mesure du temps, à force de mettre le même médicament, tout d'un coup, ben, j'ai un varroa qui va résister, qui va apparaître, soit ben, parce qu'il a été soumis à une dose de médicament qui n'était pas assez forte pour le tuer, mais le médicament est rentré, il l'a connu, il s'y est adapté et son organisme y a répondu d'une manière ou d'une autre en faisant que la prochaine fois qu'il va être exposé à ce médicament-là, ben, le médicament ne pourra pas agir. Ça, c'est l'apparition de la résistance. Et comme il se multiplie, ce varroa-là, comme les autres, eh bien, il va créer d'autres lignées, d'autres descendances de varroa résistants qui vont augmenter au fur et à mesure du temps. Donc, les exemples typiques d'apparition de résistance, c'est connu, c'est avec des lanières qui seraient laissées tout l'hiver, hein, et qui vont laisser des traces de médicaments et concrètement, ben, ça va favoriser l'apparition de ces résistances. Alors, il y a d'autres, j'ai parlé d'adaptation métabolique ou autre. L'acide oxalique, on sait aujourd'hui qu'il peut y avoir, il y a des suspicions d'apparition de résistance. Et une des façons de varroa de résister à l'acide oxalique, ce serait, dans les études on a pu voir, des bactéries dans l'intestin de varroa qui, en fait, permettraient de métaboliser l'acide oxalique au lieu que le varroa soit tué quand il l'ingère éventuellement. Donc, je reviens sur cette idée-là. Il n'y a aucun médicament qui n'est pas éventuellement soumis à l'apparition d'une résistance. Donc, attention à la façon de les utiliser et à ne pas les brader non plus pour qu'on risque ces apparitions de résistance. Alors, pour terminer un peu sur enfin, l'évocation d'une résistance, d'un échec de traitement implique aussi un questionnement un peu sur ce qui s'est passé dans ces colonies qui ont vu des échecs de traitement. Comment est-ce qu'elles étaient? Est-ce qu'elles étaient fortes? Est-ce qu'il y avait beaucoup de couvains au moment? Est-ce qu'elles ont fait des grosses récoltes au moment des traitements? Est-ce qu'elles ont fait des grosses récoltes? Concrètement, colonie forte, beaucoup de couvains, grosse récolte, on pourrait vous le montrer dans les études qu'on a fait là. C'est typiquement celle où il y a aussi beaucoup de varroa et donc probablement des infestations qui étaient importantes. Donc avoir ça en tête quand même quand on les gère. Donc résultat des comptages peuvent venir compléter justement de manière assez intéressante ces recherches de résistance. Quand est-ce qu'on a commencé la gestion? Donc cette idée aussi que commencer trop tard sur des quantités de varroa trop importantes, ben, obligatoirement il va en rester derrière et on peut penser à un échec de traitement, mais simplement le traitement n'aura ou pas eu le temps d'agir
où malheureusement il était trop tard et les dégâts étaient déjà trop importants. Attention aux réinfestations, encore une fois aussi. Donc le fait de compter parfois après les traitements et de voir des remontées en varroa derrière, pensez aux réinfestations quand même. Et si ça devient régulier, se poser la question dans les secteurs où vous mettez les colonies. Donc on en arrive à la gestion de varroa, à la stratégie de gestion de varroa. Donc l'idée en fait d'une lutte intégrée, c'est d'intégrer des mesures qui permettent de limiter la croissance du parasite toute la saison. Donc on a évoqué deux des mesures principales, donc à la fois un aspect préventif au travers des comptages, prédictif en tout cas, et ensuite l'utilisation, on a parlé des médicaments, j'ai évoqué rapidement l'encagement, donc ça ce sont des techniques de lutte qui vont être mêlées les unes avec les autres et qui vont éventuellement permettre justement de lutter contre le parasite. Avec toujours cette idée en tête, donc là vous voyez sur le graphe la ligne rouge avec une population de varroa qui va évoluer classiquement parce qu'elle n'a pas de traitement, hein, c'est comme ça qu'elle évolue de manière exponentielle, puis avec une stagnation parce que le couvain va quand même diminuer à un moment. Et puis, elle va aborder l'hiver, donc la population de varroa va également diminuer. Et à côté de ça, vous voyez des contrôles du varroa tout au long de la saison. Donc, on a évoqué là le piégeage dans le couvain mâle pour essayer de faire diminuer à chaque fois la croissance du parasite, le développement en quantité du parasite, et permettre d'aborder le traitement estival avec des charges qui sont moins importantes. Donc, cette idée, c'est toujours d'être en dessous du seuil dommageable en considérant que le niveau rouge, c'est le seuil dommageable. Et nous, on veut être en dessous. Et donc, on va tout faire à tout moment pour être en dessous. Alors, il y a un truc qu'on on reviendra quand même dessus, et je pense que peut-être que dans les discussions, on le verra, mais typiquement, on veut produire aussi, hein, parce que lutter contre varroa, limite, ça pourrait être simple, hein, si on pouvait traiter tout le temps. Il ne faut pas oublier que là, il y a des mielés à faire, il y a des productions à faire, donc à un moment, il faut corréler la lutte contre varroa avec ce qu'on veut produire, hein. Avoir des abeilles pour avoir des abeilles, c'est pas notre objectif à tous, je pense. Alors en pratique, comment est-ce qu'on va faire tout au long de la saison? Alors encore une fois, ce n'est pas des recettes, mais on va un peu évoquer des questionnements. Donc de toute façon, avoir en tête le développement du varroa par rapport au développement de la colonie. Donc ça, c'est déjà la base. Toujours avoir aussi en tête qu'en fin de saison, vous allez avoir un transfert vraiment massif du parasitisme, à la fois parce qu'il n'y aura plus de couvain mâle, hein, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais le couvain mâle disparaissant, varroa qui était dedans va s'orienter vers le couvain d'ouvrière. Et puis le couvain d'ouvrière diminuant, le couvain d'ouvrière restant va être de plus en plus parasité. Donc ça, on est obligé de l'avoir en tête. Mais ça fait partie aussi des techniques et des pratiques qu'on peut utiliser pour lutter contre le parasite. Et donc, toujours cette idée de maintenir le seuil de nuisibilité du varroa dans les colonies. Alors, on a des médicaments à disposition, donc des médicaments vétérinaires avec 6 principes actifs qui sont autorisés en France. Et de mémoire, j'ai oublié de regarder, mais je crois que c'est 13 médicaments, 12 ou 13 médicaments qui sont utilisables en France aujourd'hui, avec ces 6 principes actifs. Donc, apiculture conventionnelle, on a la mitraze, le tofluvalinate et la flumétrine. Alors, ce qu'on évoque là aussi, c'est le fait des possibilités d'apparition de résistance à certaines des molécules. Plus important pour les permétrines, tofluvalinate et flumétrine, ça c'est connu, qu'une utilisation régulière va tout de suite faire apparaître des résistances. Et il faut en général 4-5 ans pour espérer avoir une diminution des résistances. Donc c'est un peu moins vrai avec la mitraze. Les résistances existent, hein, clairement, c'est pas à démontrer, mais avec un taux de renouvellement, un taux de disparition qui sera un tout petit peu plus rapide. Mais néanmoins, ça vous montre qu'il faut quand même varier les traitements. Et en dessous, apiculture biologique, thymol, acide oxalique, acide formique. Alors, ce qu'on veut rappeler là avec les petits logos, c'est que, par exemple, le thymol n'est pas un médicament qui est inintéressant, hein. Les médicaments à base de thymol peuvent être intéressants, mais ont des problématiques d'utilisation de température. Donc clairement, en dessous de 20 degrés, et même idéalement, il faudrait 25, on a des résultats qui peuvent être intéressants. Trop chaud, ça ne va pas non plus, ça s'évapore. Donc c'est des choses à connaître pour utiliser ces médicaments-là et les utiliser au bon moment. En gros, du thymol, des médicaments à base de thymol avec des printemps froids, ça ne peut pas fonctionner, par exemple. Alors l'acide oxalique, on a barré le couvain parce que l'acide oxalique, clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas le brader.
et il faut qu'il soit utilisé hors couvain. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Son efficacité est liée à ce principe-là. Et donc, bah, les apiculteurs aujourd'hui savent très bien que viser du hors couvain en filière biologique, notamment avec les encagements, ça permet de potentialiser, d'utiliser un médicament qui a une très bonne efficacité du moment qu'il n'y a pas de couvain qui est présent. Acide formique, là, on n'a pas barré le couvain parce que c'est le seul médicament qui peut avoir un effet sur varroa présent dans le couvain operculé. Pas à 100% bien sûr, mais n'empêche qu'il a un effet. Par contre, l'acide formique, une autre problématique qui peut être rencontrée, ben, vous pouvez avoir des petites problématiques si les températures d'utilisation sont trop chaudes. Donc, les normes qui sont mises sur le RCP, c'est de 11 degrés à 30 degrés. Mais bon, quand vous avez les retours d'apiculteurs sur le terrain, au-delà de 22-23 degrés déjà en température extérieure, on peut avoir des dérangements des colonies. Il faut savoir que l'acide formique peut avoir des effets sur les rennes aussi. Donc voilà, tout ça est important à avoir en tête quand même sur l'utilisation des médicaments. Chaque médicament a des avantages, il a des inconvénients. Il faut les connaître pour les utiliser. Alors, même chose en biotechnie, piégeage quadramale, retrait de couvain, griffage de couvain, bon, c'est moins fréquent, mais on se doit de le citer parce que ça a été utilisé. Encagement de rennes, qui est beaucoup plus fréquent, est mis sur le terrain. Donc, ça a été fortement initié par la lutte en apiculture biologique et avec des applications d'acide oxalique. Alors, ces deux abords, donc à la fois les médicaments et les luttes biotechniques, elles sont à regrouper. C'est-à-dire qu'en général, par exemple, si je prends l'exemple des cadres à mâles, bah, typiquement, les cadres à mâles, c'est quelque chose qui peut limiter l'évolution du parasite, qui peut freiner son évolution, mais qui ne va pas suffire seul à gérer de toute façon le parasite. Par contre, on sait que ça a des effets intéressants. Le retrait de couvain peut avoir des effets intéressants, mais une lutte en parallèle à la fois sur le couvain qui est retiré ou dans la colonie qui reste hors couvain avec l'utilisation de médicaments à base d'acide oxalique peut être intéressante. Même chose pour l'encagement, hein. L'encagement n'est pas utilisé seul, il est utilisé en présence régulièrement. On a symbolisé l'acide oxalique, mais bon, il y en a qui utilisent d'autres molécules. Les rattrapages hivernaux avec l'acide oxalique majoritairement, pourquoi? Ben parce qu'on espère être hors couvain, donc c'est typiquement la place de ce médicament-là. Les traitements de fin de saison, ben, l'intérêt c'est que c'est des traitements de longue durée, donc qui vont limiter le risque de réinfestation. Donc ils ont cet intérêt-là aussi. Enfin voilà, et tout ça fait que on voit qu'on peut avoir en fait des possibilités de gestion qui vont être adaptées au fur et à mesure de l'évolution de la saison. On va décortiquer un peu la saison par la suite. Alors un exemple, je voulais montrer quand même un exemple un peu typique et qui ne vient pas toujours à l'esprit de tout le monde, mais là aujourd'hui il y a eu pas mal de webinaires sur les gestions des essaims. Donc on verra un peu qui ramasse des essaims et qui traite les essaims parmi vous. Mais typiquement ramasser un essaim, c'est de toute façon ramasser du varroa aussi. Ça, aujourd'hui c'est l'idée, je pense qu'elle est admise par tout le monde, hein. Vous avez du varroa qui arrive. Eh ben, avec un protocole simple, vous pouvez quand même avoir une action flash intéressante avec notamment des médicaments à base d'acide oxalique et qui n'empêchent pas les seins éventuellement ramassés de redémarrer. Et cette gestion-là, ben, on est en hors couvain, hein, l'idée c'est toujours ce hors couvain en ramassant les seins. Cette idée-là, elle peut être étendue, elle est régulièrement étendue. On a pas mal de pros maintenant qui utilisent ça aussi sur la création de leurs essaims et qui se débrouillent pour avoir comment dire, un calendrier qui va faire qu'ils vont réussir à avoir un hors couvain à un moment et pouvoir également appliquer un médicament à base d'acide oxalique, par exemple. Tout ça fait que Varroa retombe sa pression, on rebaisse le niveau d'infestation du parasite et donc ça permet par la suite un développement quand même plus optimum de ces colonies-là qui pourront servir éventuellement plus tard dans la saison. Alors on vient à l'été. Donc, importance à l'été, quand même, c'est les inspections visuelles. Et j'aurais tendance à dire, elles commencent maintenant. Là, on est en été depuis le 21 juin. On observe les couvains. Je vous ai dit tout à l'heure, l'évolution que je vois sur le varroa, c'est dans le couvain prioritairement qu'il faut aller le chercher. Vous le savez, hein, mais vraiment, c'est là qu'on le voit en tout premier. Et aujourd'hui, les anomalies qu'on rencontre majoritairement sur des colonies qui vont s'effondrer ou qui sont en passe de s'effondrer, c'est d'abord dans le couvain. Si vous attendez les abeilles traînantes devant la colonie ou les ailes déformées, il sera vraiment plus que trop tard. Donc les comptages sont aussi importants. On rappelle les seuils de comptage hein, en été. Et alors l'idée de toute façon, donc l'iceberg qui est schématisé là, c'est typiquement, vous savez que varroa, ça revient à ce que je vous dis par rapport au couvain et par rapport au varroa, le dégât sur les abeilles adultes, c'est que varroa, il est dans le couvain
donc on note entre 10 et 50% de varroa seulement qui sont phorétiques, hein, concrètement. Donc ça veut dire que c'est 50 à 90% qui sont dans le couvain. Donc tous les traitements qu'on pourrait faire ou tous les accompagnements de traitement qu'on va essayer de faire vont viser à rendre ce varroa, rappelez-vous, il y a que l'acide formique qui peut l'atteindre dans le couvain, donc vont viser à rendre ce varroa accessible aux médicaments et à la molécule du médicament. Donc c'est les rendre phorétiques, donc c'est retirer le couvain ou en tout cas empêcher le varroa d'avoir du couvain pour aller se cacher et se multiplier. Donc, encagement de reine, c'est le plus connu, hein, la plus connue des techniques par rapport à ça, et avec des applications de médicaments en parallèle. Donc attention, moi j'aurais tendance à dire, limite, quand vous voyez des varroas dans vos colonies, posez-vous largement des questions, et il est grand temps de faire des comptages et aller vérifier ce qui se passe dans les colonies, parce que les voir, c'est jamais très bon signe, hein, de toute façon. Alors, phénomène d'émergence de fin d'été, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, toujours cette idée que obligatoirement, vous avez une baisse de ponte, diminution du nombre de cadres de couvain au fur et à mesure du traitement, diminution du nombre d'abeilles aussi, mais donc augmentation du ratio varroa-abeille. Alors pourquoi je dis ça? C'est attention quand vous faites des comptages. Je vous ai dit que c'était toujours en fonction du statut de la colonie. Donc obligatoirement, il faut comprendre que quand vous allez arriver en fin de saison, quand vous faites vos comptages, obligatoirement, les comptages qui soient phorétiques ou sur les langes risquent d'augmenter un peu. Et donc, corrélez toujours bien ça à vos quantités de couvain encore présentes dans les colonies. Alors, chose intéressante, en automne, enfin en automne, septembre, c'est quand même intéressant d'aller faire des comptages aussi, soit à la fin des traitements. Je vais donner l'exemple typique des encagements de rennes qui sont en général terminés pour le 15 août. Et là, typiquement, si vous faites des vérifications vers le 15 septembre, 30 septembre, vous allez vite voir si vos colonies sont déjà en phase de réinfestation importante ou pas. Et c'est vraiment intéressant d'aller vérifier ça parce qu'il est peut-être encore temps de faire des choses à ce moment-là. Donc attention à ces notions de passage du varroa et de diminution des couvains, etc. C'est valable toute la saison quand même aussi, hein. Comme je vous disais, c'est le statut de la colonie, une colonie qui est en reménage récent, une colonie qui a essaimé aussi quelques jours ou quelques semaines avant. Vous n'allez pas avoir les mêmes taux de varroa potentiellement, quoi. Donc il faut faire attention. Alors l'été, le visuel est à retenir, l'inspection est à retenir. Là, on rentre typiquement dans le sanitaire. Donc bien, encore une fois, c'est là où on prépare les colonies. Observez les signes de varroa. Donc comme je vous disais, vraiment, j'insiste sur le couvain. Vous avez deux exemples un peu typiques de couvain sain et puis de couvain impacté par du varroa. Là. Donc à droite, vous voyez le couvain qui est carrément mosaïqué, hein, il n'y a pas d'autre terme. Et si vous observez bien, c'est un peu petit, mais vous verrez qu'il y a des nymphes qui sont désoperculées. Si vous les sortez, vous verrez des abdomens raccourcis, vraiment des nymphes qui ne sont pas viables, la langue étirée, etc. Et là, ce cadre-là, la photo, c'est moi qui l'avais tiré. Typiquement, ce cadre-là, il était mort. Vous pouvez l'enlever, il n'y a plus rien de vivant qui va naître. L'infestation était vraiment très, très, très importante. C'était sur une gestion tardive, en fait. Alors, on a passé l'été, on a fait nos traitements d'été, on va arriver en automne et en hiver. Comme on l'a dit, tout n'est pas fini. On a mis des traitements éventuellement de longue durée, on les redéplace, hein. Je pense aux lanières principalement. Beaucoup d'entre vous, je pense, utilisent les lanières de longue durée. Donc, c'est des traitements de longue durée qui vont impacter plusieurs cycles successifs de couvain. Mais il faut les remettre dans le couvain. Ça, il faut avoir encore une fois cette notion d'utilisation du médicament. Ça peut paraître anodin, mais mettre des lanières dans les réserves, paroi ne sera pas tué et vous aurez une perte d'efficacité de votre traitement, voire un risque d'apparition de résistance aussi, parce que la diffusion des médicaments n'est pas du tout la même et paroi risque d'être exposé à des quantités de molécules pas suffisantes pour le tuer. Donc ça, c'est important. Revérifier encore une fois, je reviens sur mes engagements, par exemple, engagement médicaments acides oxaliques en fin d'été, en été, fin d'été. C'est le moment d'aller vérifier s'il n'y a pas des réinfestations trop fortes ou si les infestations résiduelles ne sont pas trop importantes. Vérifier aussi lors de comptage, vous avez toujours cette idée en tête potentiellement que le traitement risque de ne pas marcher. Vous trouvez des varroas phorétiques en quantité importante ou des comptages alarmants. Typiquement, allez voir aussi si votre traitement fait tomber les varroas. Grossièrement, si vraiment vous ne voyez rien sur les plateaux, mais que vous avez des quantités de varroa importantes sur les abeilles, là, il faut vous poser des questions et vous demander pourquoi les varroas ne tombent pas.
À l'inverse, vous pouvez avoir des quantités encore importantes de varroa sur les abeilles, un comptage florétique, avec des chutes très importantes de varroa. C'est que le traitement fonctionne sans doute. Malheureusement, la quantité de varroa à faire tomber est énorme et c'est en cours, mais est-ce que ça aura le temps d'agir? On ne sait pas, quoi. D'accord? Donc, toujours mettre ça en corrélation avec vraiment des visites. Il y a pas, il faut aller visiter, il faut aller voir ce qui se passe dans les colonies. C'est important. Alors, attention aux réinfestations. Donc, je vous avais dit réinfestation interne et externe. Il y a des moments vraiment clés pour vérifier si vous avez des réinfestations. Donc, de toute façon, après les traitements, donc je reviens sur mon exemple de l'encagement de reine, je ne vais pas redévelopper, mais comme il se termine de manière un peu plus précoce, donc revérifier quand même dès septembre que les infestations résiduelles ne soient pas trop fortes et que ça permette en général, souvent quand ça est fait, il y a un rattrapage hivernal qui est prévu, et donc de permettre ça. Après, pour par exemple les lanières qui vont être posées un tout petit peu sans doute plus tard, à partir de début août, chez nous par exemple, les lanières sont souvent déjà posées, mi-août au maximum. Clairement, vous allez retirer vos lanières vers le 10-15 octobre. C'est à ce moment-là qu'il faudra aller voir un peu ce qui se passe parce que je parle de chez nous, mais on a encore des belles journées. On peut avoir des réinfestations derrière et donc c'est obligatoirement là qu'on va aller voir. Alors, quelques critères aussi quand vous faites des traitements et que vous voulez vérifier derrière. Globalement, on se fixe une dizaine de jours pour poser des langes et recompter, par exemple, ou faire des phorétiques, pourquoi pas, à minima, par exemple, pour les lanières, pour être sûr que les varrois qu'on va trouver ou qui vont tomber ne seront pas ceux qui ont encore été impactés par le traitement avec les lanières, par exemple. Donc ça, c'est aussi des choses à savoir sur le mode d'action des médicaments. Traitement longue durée, traitement flash, ce n'est pas tout à fait les mêmes effets. Donc, je reviens encore sur mes réinfestations. Donc, interne, c'est qu'en gros, il y a une infestation résiduelle qui est persistante avec du couvain et varroa va se redévelopper. Et donc là, vous avez des comptages qui vont vous alarmer parce que ça reste élevé potentiellement après le traitement. Externe, c'est les ruchers qui n'ont pas été ou qui ont été mal gérés ou qui n'ont pas été traités et qui peuvent recontaminer vos colonies. Parfois, c'est assez flagrant, hein. Il y a des apis qui voient vraiment ces comptages qui explosent tout d'un coup suite à des réinfestations. Alors, en hiver, on aborde le rattrapage hivernal. Donc, bon, avec les comptages qui sont évoqués là, pour le fait, éventuellement, en dessous de ces comptages-là, on est correct, on est rassuré. Et si c'est au-dessus, on s'inquiète. De toute façon, peu de molécules possibles à cette période-là, à cause des températures basses, mais une qui est intéressante, donc les médicaments à base d'acide oxalique, puisque pas de couvain potentiellement, en tout cas dans les régions qui peuvent ne pas en avoir, il est utilisable. Donc, c'est souvent celui-là dont on parle. Alors, quand on parle de rattrapage hivernal, moi, j'ai tendance à éviter maintenant le mot rattrapage hivernal. Une colonie qui a été fortement impactée à l'automne, qui a été mal gérée, gérée trop tardivement, ou malheureusement trop de varroa et des virus qui ont impacté la colonie, on ne la rattrapera pas avec un traitement hivernal. À la limite, on risque peut-être même de l'achever. Mais globalement, si de toute façon les hivernantes ont une espérance de vie qui est trop courte, ce n'est pas le fait de tuer les varroa à ce moment-là qui va sauver la colonie. Par contre, il faut le voir comme ça quand même pour les rattrapages, enfin les traitements hivernaux. Globalement, c'est aussi de redémarrer la saison suivante avec encore moins de varroa possible. Donc, il reste toujours des varroa. Si ces varroa ont persisté, qu'on les élimine avec un traitement hivernal, moi j'y vois deux avantages. L'avantage principal, c'est que vous redémarrez encore une fois la saison avec moins de varroa. L'autre avantage, c'est que si par hasard les varroa qui avaient persisté étaient des varroa qui étaient devenus résistants, vous faites un acide oxalique derrière un traitement qui n'était pas le même, potentiellement si c'était des lanières qui n'étaient pas le même, vous pouvez éliminer ces varroa qui étaient résistants, qui étaient potentiellement résistants avec un autre médicament, vous pouvez les tuer et donc vous pouvez limiter l'apparition de cette résistance et la multiplication de varroa qui auraient pu être résistants. Donc ça, c'est important aussi à avoir en tête. Alors, j'aurais tendance à dire, donc on a vu l'été, l'automne, l'hiver, c'est vraiment, encore une fois, les moments clés pour gérer varroa. On va aborder le printemps. Et là, quand on avait discuté de la saisonnalité, etc., moi, le printemps, il me pose beaucoup de problèmes, parce que le printemps, c'est le moment où on va envoyer les colonies, elles sortent d'hiver, on les prépare, et les colonies vont partir en production. Très rapidement, on va avoir les premières productions qui vont apparaître, et commencer à traiter des colonies qui sont encore impactées par varroa ou mal
mal débarrassé de varroa au printemps, ben, de toute façon, c'est s'exposer à ne pas pouvoir emmener les colonies en production. D'un autre côté, de toute façon, si l'infestation est trop forte pour la colonie ou est déjà impactante pour la colonie dès le printemps, elle ne fera pas de miel. Donc, il faut la gérer. Et là, j'en reviens à une importance des comptages, c'est que le printemps doit vous servir à trier vos colonies et à gérer un peu les colonies qui pourraient partir en production ou les colonies qui sont peut-être déjà limites ou qui ont des signes éventuellement sans avoir des signes cliniques, qui ont des comptages qui pourraient être un peu plus embêtants. Et pourquoi pas faire un double parcours avec une gestion précoce. Alors, on va être limité, hein, températures sont parfois encore froides au printemps chez certains d'entre vous. On est sur du redémarrage, hein, on n'a pas des quantités d'abeilles phénoménales, donc on ne peut pas se permettre systématiquement de refaire par exemple des encagements, alors que la colonie est censée se redévelopper. Il ne faut pas oublier qu'au printemps, on est sur la fin des hivernantes, hein, on n'a pas non plus des potentiels d'abeilles toujours hyper développés. Donc il faut vraiment adapter ce qu'on va pouvoir faire au printemps, et c'est obligatoirement plus limité. Mais si on ne fait rien, de toute façon, la colonie s'effondrera également. Alors, printemps, ce qui vient quand même régulièrement, bah, c'est l'utilisation des cadres à mâles. Alors, attention, le cadre à mâle est quelque chose de très intéressant. Je vais mettre deux aspects suite à des visites là, que j'ai effectuées. D'abord, pas les oublier. J'ai eu une visite là récemment avec un apiculteur qui les avait laissés, qui a eu un problème de santé, qui n'a pas pu retirer des cadres à mâles dès le printemps et qui était plombé de varroa comme à l'automne à partir du mois de juin. C'est juste pour vous le dire, les cadres à mâles sont aussi des bons multiplicateurs de varroa si on les oublie. C'est basique, mais ça existe. Et alors, le cadre à mâle, j'en parlerai tout à l'heure sur un essai qu'on avait fait justement avec des colonies qui avaient été gérées avec du cadre à mâle. Et vous verrez dans l'essai qu'en fait, elles n'avaient pas tant que ça en quantité de varroa. La quantité en fin de saison n'était pas aussi faible qu'on aurait pu s'attendre. Mais par contre, il n'y avait aucun signe clinique et les colonies avaient bien produit avec des signes cliniques qui étaient quand même très, très limités dans ces colonies-là. Et des colonies qui ont très bien passé l'hiver. Enfin, vraiment. Donc, le cadre mâle, il a cet intérêt-là, à mon avis, de limiter l'évolution du varroa quand même jusqu'à un certain seuil et surtout de permettre d'éviter aussi comment dire, la transmission des virus, l'apparition vraiment d'avarroose clinique par rapport à des colonies qui ne seraient pas gérées. Donc ça, c'est intéressant à avoir en tête quand même. Alors justement, comparaison des différents parcours. Donc ça, c'est toujours cet essai-là dont je vous ai montré les 14 premières ruches là, tout à l'heure sur les comptages qu'on avait fait sur la globalité de pré-traitement et jusqu'à 10 jours après les traitements. Le lot 1, c'était des colonies qui avaient fait de la production, plus de 35 kilos obligatoirement. On avait pris que des colonies à plus de 35 kilos, ce qui est quand même des récoltes à peu près correctes. Il y en a qui avaient fait 50 ou 60, hein, mais voilà, c'était des colonies qui avaient bien produit. Et donc on a compté ces colonies. Alors, clairement, on avait attendu un petit peu pour les traitements. On avait voulu commencer l'essai vers le 12 août pour les premiers comptages et le traitement vers le 20-25 août parce qu'on voulait quand même être significatif en varroa. Je vous avoue qu'au début, on avait peur presque de ne pas en avoir assez. On a vite été détrompés. Et donc, on a adapté encore une fois nos parcours. On voulait tester aussi des parcours flash et des parcours longue durée, etc. Donc l'O1, rien du tout. Donc des colonies en production, apiculteurs qui utilisent des cellules royales en remérage. Mais à part ça, il n'y avait pas de retrait de cadre à mâle et c'est des colonies qui ont produit colza, on va dire, chez nous. Elles ont fait le printemps et elles avaient fait l'équivalent de la ronce châtaignier en fin de saison. Voilà, et vous voyez le niveau moyen d'infestation des colonies, avec des colonies qui allaient jusqu'à 6 000 et demi, 7 000 varroa quand même dans ce lot-là. Lot 2 et 3, c'était des essaims qui avaient été produits. Alors, lot 2, c'était des essaims produits en mai. Lot 3, des essaims produits plutôt en juin, avec cellules royales ou reines introduites, mais pas réellement de rupture de ponte. Lot 4, c'était justement un lot production, avec là, pour le coup, on peut parler de moyenne parce qu'on était à plus de 50 kg de moyenne. C'était vraiment des colonies hautement productrices, reines sélectionnées, pour info. Et par contre, des retraits de cadre à mâle réguliers pour utilisation des cadres à mâle en sélection, en fait. Et bon, vous voyez qu'il y a quand même une petite différence entre ce lot de production où on a retiré des cadres à mâle et le lot où il n'y avait pas de retrait de cadre à mâle, hein, le lot 1. Mais surtout, vraiment, dans le lot 2, le lot 3 et le lot 4, finalement, qui sont des colonies qui ont eu un parcours
qui a permis quand même de limiter un peu la prolifération varroa. J'ai pas dit, mais les essaims étaient produits sur un seul cadre de couvain, donc leur démarrage en termes de varroa est quand même un peu plus bas. Ben, vous voyez que les quantités de varroa au final, sur toute la période des traitements, étaient quand même inférieures à un lot qui ne reçoit aucun traitement. C'est là aujourd'hui, par rapport à cet essai, c'est un peu ce que je peux vous dire, c'est que typiquement, quand on fait des choses en saison, on a quand même des résultats cohérents sur les infestations générales de varroa en fin de saison. Quand on ne fait rien, typiquement dans le lot 1, on a eu de la clinique, on a eu un peu plus de casse. Alors, on a une colonie qui est morte en hiver, on a réussi à limiter la casse quand même, mais on a quand même trois colonies qui ont peiné à redémarrer, enfin, qui ont eu besoin ou qui auraient eu besoin de changement de reine et où il y a des signes de varose et de virose qui ont persisté quand même très longtemps. Et voilà, il y a eu un impact quand même significatif sur ces colonies-là. Donc ça, c'est quand même intéressant à avoir en tête sur la gestion en saison, ce qu'elle peut vous apporter quand même sur les chutes en fin de saison et sur la clinique. Je reviens à la clinique qui était quand même très importante. Donc les principes, pour terminer un petit peu, et puis on va échanger un peu sur les questions. Mais vraiment les comptages, je sais que c'est en développement. Je discute régulièrement avec des API Pro et je discutais avec un API Bio récemment qui vraiment fait par exemple un comptage de printemps. Il veut savoir où en sont ses colonies et il fait vraiment des tris au travers des comptages pour trier les colonies et vraiment voir un peu les parcours de ces colonies par la suite entre les productions précoces ou les productions qui mettra plus tardives après avoir géré ces colonies. Donc on oublie le modèle un seul traitement, ça je pense que je vous l'ai démontré, mais un seul traitement par an à la même date, ça on le sait, voilà, c'est obsolète et il faut revenir sur autre chose. Chaque saison est différente. Je ne sais pas ce que donnera cette saison très particulière quand même en termes de climatologie et de mauvaise récolte. Enfin, on va pas échanger là, c'est pas le sujet, mais je pense que partout en France, c'est un peu compliqué là cette année. Ça se confirme quand même jusque maintenant. Donc on va voir un peu ce que ça va donner, mais oui, les saisons sont différentes et c'est vrai qu'on n'a pas une année qui se ressemble, donc il faut savoir s'adapter et savoir éventuellement trier. Et là, on en revient au comptage, c'est eux qui peuvent nous alerter sur ce genre de choses. Donc l'importance des hivernantes, ça vous l'avez compris, je ne reviens pas dessus. Donc le fait que la saison se prépare à l'été précédent, donc là on est en train de tout doucement d'avancer vers la préparation de notre saison 2025 qui j'espère sera meilleure. Donc attention que le traitement en saison, c'est soit un rattrapage d'une gestion imparfaite du varroa en fin de saison précédente, mais ça, c'est jamais bon, c'est ce que je vous ai dit avec le printemps, soit c'est plutôt une bonne anticipation pour éviter des charges trop fortes en fin de saison. C'est ça qu'il faut essayer d'avoir en tête. C'est tout ce que vous ferez contre varroa à tout moment vous permettra de sauvegarder vos colonies et d'avoir des colonies éventuellement, on parlait des mielées tardives, typiquement, des colonies qui vont en mieler un peu plus tardives, il faut qu'elles aient été gérées avant d'y arriver et qu'elles aient des seuils d'infestation qui soient le plus minimes possible pour espérer sauver ces colonies après la mielée tardive, par exemple. Je dis, moi, je pense sarrasin chez nous, quoi qu'il soit précoce un peu cette année, mais typiquement, c'est des colonies qui ne sont pas traitées avant fin août, en général, quand les gens les mettent au sarrasin chez nous, quoi, quand ça fonctionne. Donc attention à ça. Alors effondrement de colonies, ce n'est pas obligatoirement une résistance, il faut vraiment aller plus loin, il faut réfléchir au parcours, il faut toujours se poser les questions clairement de ce qui s'est passé sur la colonie, mais attention qu'il faut aussi l'avoir en tête. Et le fait d'alerter, donc rapprochez-vous de vos structures, de vos vétos, de vos TSA, parce que oui, il faut investiguer, il faut comprendre pourquoi on a des colonies qui s'effondrent quand on a traité, d'autant plus quand on a traité correctement. Alors, juste pour info, il y a pour prolonger un peu, si vous le souhaitez, il y a des vidéos qui ont été faites sur le même principe, mais en détaillant un tout petit peu plus un peu ces parcours de colonie. Et évidemment, on est à votre écoute, hein, s'il y a des questions, on répond aux questions par rapport à ces vidéos ou au type de support qu'on vient de passer. Là, il y a pas de souci, vous pouvez envoyer des questions, on vous répondra tout le temps. Donc, je vous remercie de l'attention et puis ben, je vais laisser la parole à Abderrahim. Je vais le laisser voir un peu. On va discuter un petit peu du sondage qui s'est passé, voir un peu si vous avez des questions. Très bien. Merci beaucoup, Gérald. Merci à vous tous. On vous écoute. On va reprendre quelques questions. J'ai vu quelques questions passer dans le chat. N'hésitez pas à les poser si vous avez noté quelques questions. On pourra en prendre un maximum.
Alors, je vais tout de suite commencer par une première de Philippe Cotteret. Que pensez-vous des caches Scaldini? Avantages et inconvénients. Ben, je sais que c'est la cage, je dirais, la plus utilisée en termes d'encagement de rennes. En tout cas, chez nous, c'est ça. Clairement, c'est la cage qu'on voit utiliser. Alors, avantage, inconvénient. Donc, on parle de la technique, on parle pas tellement de la cage, en fait. La cage en elle-même, elle est adaptée simplement parce que ça permet quand même à la reine de se déplacer, d'initier des pontes, mais qui sont détruites. Donc, il y a pas de couvain, évidemment. De quand même avoir une reine qui diffuse un tout petit peu plus de phéromones, donc potentiellement moins de risques à la libération de la reine, mais c'est sur la technique d'encagement. Clairement, chez nous, c'est vraiment la filière biologique qui a travaillé sur cette méthode. Et c'est au final, c'est une méthode qu'on va finir par utiliser même en lutte conventionnelle parce que l'objectif est intéressant, c'est d'atteindre un hors couvain fermé, de libérer tous les varrois en forétique. Donc, de toute façon, c'est intéressant. C'est ça l'intérêt de la méthode. Inconvénient de la méthode, ce qui revient quand même régulièrement, c'est le risque de non-acceptation de la reine au redémarrage. Donc, ça nécessite quand même d'aller revérifier que la reine a été réacceptée, se remet en ponte aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes sur un timing très serré où on a limité la ponte pendant en général 3 semaines à peu près de, la ponte du couvain. Donc, on a bloqué l'évolution de la population des abeilles aussi. Au moment, donc souvent, donc chez nous, typiquement, les encagements, c'est en général vers le 15 juillet, début juillet, 15 juillet, au moment où on aborde les dernières mielées, parce que ça n'empêche pas du tout de faire une mielée, ça c'est l'intérêt aussi, c'est que vous commencez vos encagements au moment où on va libérer, donc ça va libérer un maximum d'abeilles, et si vous avez des mielées à faire, ben, c'est très intéressant. Mais par contre, encore une fois, c'est le moment où vous allez commencer aussi, quand votre reine doit redémarrer la ponte, c'est le moment où elle doit préparer les hivernantes. Et donc, il y a intérêt à ce qu'elle redémarre vite, qu'elle ne se fasse pas flinguer. Et si jamais il y a une anomalie, que vous soyez prêt à les remplacer. Donc, typiquement, chez des professionnels qui utilisent la technique, en général, ils ont des reines de remplacement de manière facile. Ce qui peut poser problème chez des petits possesseurs, c'est parfois de ne pas avoir les reines. Et donc, il faut avoir ça en tête. Le risque de perdre la reine et éventuellement le retard qui va aller avec. Ouais. Il y a d'autres techniques dont on parle aussi récemment, c'est le queen ringing, c'est l'anneau autour de l'abdomen de la reine. Je sais pas s'il est encore aussi observé en France ou pas, mais ça, c'est une technique qui nous vient de Chine, donc ça a été sujet d'un certain nombre d'articles aussi. Après, ça paraît peut-être un peu plus délicat, donc il faut attraper la reine et il faut manipuler, il faut, voilà. En revanche, ça a l'avantage de ne pas encager, de ne pas enfermer la reine. Le problème de l'acceptation vient sans doute de la réacceptation de la reine vient sans doute du fait qu'il y a eu un trop long confinement, Oui, phéromones pas assez oui. diffusés, etc. Donc, alors moi, la technique dont tu parles, chez nous, elle n'est pas encore utilisée, clairement. Mais oui, c'est le fait que la reine puisse bouger, ben, obligatoirement, le, Faciliter l'acceptation le derrière. risque, potentiellement, le risque serait moins grand, c'est possible. Euh, alors, je vais essayer. Donc, il y a des questions dans le chat, il y a des questions aussi de l'autre côté. Alors, c'est une question de Monsieur Pilon. Que pensez-vous des traitements à la propolis basés sur l'étude venant d'Amérique du Sud, ces traitements n'étant pas validés aujourd'hui? Alors, malheureusement, alors j'ai pas l'info. La propolis a beaucoup de propriétés, mais je ne connais pas ses propriétés antiparasitaires et anti-acariens, sincèrement. Donc, j'aurais tendance à dire, je peux pas répondre, mais je j'ai pas l'impression que c'est vers ça qu'il faille aller. La propolis, elle peut avoir beaucoup d'autres qualités. Alors, j'ai déjà vu des études pour la gestion plutôt des maladies bactériennes, fongiques, Oui. etc. Mais typiquement, pour du parasitaire, là, j'ai du mal à y croire quand même. Et en Franchement. plus, bah, probablement, il faut de l'extrait de propolis, parce que les vertus antiseptiques, anti-infectieuses de la propolis sont beaucoup plus basées sur l'extrait. Donc, ouais. En tant qu'antiparasitaire, j'avoue que je n'ai pas
vu tout en moins. Moi, j'ai jamais vu les Ouais, autres, oui, mais j'ai jamais lu. Mais après, voilà, s'il y a une nouvelle étude, je l'ai pas lu, hein, clairement, l'étude dont vous parlez, je l'ai pas lu. Je l'ai pas vu passer encore, mais je suis surpris pour l'antiparasitaire de la bon, propolis, honnêtement. Alors, juste pour info, comme ça, il y a pas mal d'études, enfin non, il y a pas mal. Il n'y a pas beaucoup au final d'études qui ont été faites sur l'utilisation, alors pas la propolis en particulier, mais les huiles essentielles en général. On se base toujours sur une étude suisse qui avait été faite il y a plus de 30 ans maintenant, je pense. Et ça, juste pour info, il faut l'avoir en tête aussi. Beaucoup de nos connaissances sur Varroa aujourd'hui commencent à dater vraiment. Et il faut développer, ne fût-ce que sur les comptages, sur les infestations, sur les taux de multiplication du varroa. On en discute quand même tout à souvent fait. entre nous. Et c'est vrai que je pense qu'on sous-estime aujourd'hui le pouvoir de développement du varroa dans les colonies. On a quand même plus tout à fait les mêmes aspects. Et ça s'est passé sur peu de temps, moi je trouve, de développement et d'effondrement des colonies. Les apiculteurs qui vous disent 1er août, mes colonies étaient fortes, j'ai été mettre mes lanières. 3 semaines plus tard, mes colonies sont en phase d'effondrement et je ne comprends pas, ça a été une vitesse, je n'ai rien vu venir. Ça devient fréquent hein, quand même. Je pense que parmi vous, il y en a sûrement qui ont eu la mauvaise expérience. Donc ça, c'est important. Je reviens juste à mes extraits d'huiles essentielles. Ben, il s'était avéré, ils ont testé 150 molécules différentes à des taux différents, etc., pour voir si les abeilles toléraient, pour voir si ça tuait Varroa, s'il y avait des impacts sur la colonie ou pas. Et au global, ils avaient ressorti qu'une vingtaine de molécules qui étaient utilisables avec à la fois un effet sur Varroa et pas d'effet sur les abeilles. Et celle qui avait, en gros, le lot gagnant, c'était le thymol, quoi, à la fin. Donc, et aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'études nouvelles qui ont été faites en ce sens-là. Alors, je sais qu'il y a des études qui ont été faites pour en avoir vu passer ou y avoir parfois participé, mais souvent, les études sont abandonnées parce que on voit que Varroa, on n'arrive pas à le contrôler ou alors on impacte les abeilles, quoi. C'est toujours le défi, en fait, de développer des médicaments ou développer ou c'est trouver des actifs, je dirais, plus que ça, des actifs que des médicaments qui arrivent à avoir un pouvoir de sélectivité assez intéressant. C'est assez délicat, comme tu l'as dit, Gérald, tout dès le début, c'est qu'on traite une population de parasites dans, dans, Acariens dans une, dans un, chez d'acariens un insecte, dans une chez un population insecte. d'insectes. C'est pas si simple que ça en termes de gestion. Pour juste faire la transition, il y a Étienne Calais qui pose justement la question sur les normes pour les comptages et est-ce que ces normes-là sont-elles fiables? Ben, alors, moi, je te donne un avis perso, Étienne, bonjour. Mais je te donne un avis perso. Je pense il faut refaire aujourd'hui quand même un peu plus de comptage et revoir un peu. Si tu regardes je vais essayer de remettre les taux d'infestation qu'on avait là sur. Attends, hein, je vais le retrouver. Sur les colonies qu'on avait, voilà ici, qu'on avait comptées. Alors ces colonies-là, comme je disais, c'était des colonies qui faisaient partie d'un lot qui n'avait pas du tout reçu de gestion, donc qui avait été fortement infesté. Mais globalement, sur les 14 qui sont là et qui étaient, vous voyez comment elles étaient quand même plombées de varroa quand on a fait la totalité des chutes et au démarrage du traitement. Il y en a quand même 10 qu'on a tirés tout à fait correctement et qui ont produit à la saison suivante, donc qui ont réussi à survivre avec des traitements quand même adaptés, on va dire. Et dans les autres lots qu'on avait vus, on voit qu'on avait des niveaux d'infestation qui, à mon sens, étaient vraiment quand même hyper importants. Et on se pose la question quand même du taux de développement du varroa comme ça en fin de saison. Et si les normes qu'on a aujourd'hui de développement, qu'on dit que les populations doublent, etc., l'histoire de un varroa dans une cellule d'ouvrière, c'est 1,8 varroa qui va sortir, c'est la norme qu'on a toujours, ou dans une cellule de mâle, 2,2 varroa. Je pense qu'on peut peut-être se poser quand même la question sur ben, est-ce que varroa n'est pas en train de s'adapter à se développer plus vite, etc. Quand on voit des quantités de varroa comme Oui. ça, je pense qu'on peut se poser la question. Moi, je me souviens quand même des suivis d'efficacité de l'afnosade.
il y a une dizaine d'années, on avait plutôt des infestations moyennes à 2000 varrois, 1500, 2000 varrois de mémoire. Je pense là, quand je vois ça, quand je vois ce qu'on avait fait là en mesure, on était quand même au-delà, quoi. Donc, il faut Après, se poser. ce phénomène de reproduction est quasi partagé. C'est ce que j'ai eu aussi comme écho au Canada. Bon, le climat, la saison est différente, ça c'est autre chose, mais euh, vraiment sur une saison très courte, ça commence au mois de mai, arriver jusqu'à la fin juillet avec quasi zéro infestation, tout au moins sur leur suivi. Et entre le 1er et le 15 août, c'est littéralement une explosion de varroa. Donc, je, je, je suis assez aligné aussi avec cette idée de, voilà, il faut peut-être qu'on s'intéresse un petit peu sur ce qui se passe sur le plan biologie de reproduction de cet acarien qui, au final, les notions pourraient être obsolètes, tout au moins sur cet aspect-là. Après, pour répondre à Étienne, au final, nous, ce qu'on s'était dit, c'est que on était quand même pas loin des 10 varrois par jour pour toutes celles qui avaient plus de 10 varrois par jour, donc théoriquement plus de 150. C'est vrai qu'elles se sont retrouvées avec des infestations qui étaient les plus importantes globalement. Donc, je pense que pour le moment, on reste là-dessus, mais oui, je pense que ça pourrait évoluer quand même, en tout cas sur le taux de reproductibilité. Après, ce que j'ai envie de rajouter aussi, c'est que plus l'apiculteur il fait des comptages au sein de son rucher, euh, plus il aura des informations relatives à son rucher. Donc, il va de lui-même avoir certains seuils ou c'est un recul justement par rapport aux chiffres et par rapport au pourcentage d'infestation qu'il pourra retrouver. Donc, c'est pour ça que c'est tout aussi intéressant de faire ses propres comptages. Ouais. Alors, je vais repartir sur peut-être, on va essayer de sélectionner deux autres questions. Il est déjà 19h45. Est-ce que l'étude de la génétique du varroa pourrait apporter des stratégies à mettre en place pour lutter? Euh, Certainement. Alors moi, je ne sais pas y répondre parce que c'est pas, je dirais, c'est pas ma partie, mais clairement, oui, dans les autres espèces, c'est comme ça qu'on fonctionne de toute façon. Donc connaître le parasite, et malheureusement, moi j'aurais tendance à dire qu'on a mis longtemps à connaître Varroa, ça a traîné un peu quand même, hein. Au final, Varroa, il est là depuis les années 80 en France. Quand on voit parfois les incertitudes qu'on avait sur sa reproduction, etc., c'est vrai que, il faut le connaître de toute façon et le fait oui, d'améliorer nos connaissances sur le parasite, ça permettra de mieux le traiter. Après, ça, c'est de la recherche et développement, donc Ouais, peut-être que tu peux répondre, Raïm. certainement oui. Enfin, certainement oui. Ça ne pourra qu'améliorer notre stratégie de lutte. Après, de connaître, c'est sur quel aspect. Bon, si on s'intéresse uniquement à un actif ou à une molécule, généralement tous les acaricides, je dirais, utilisés, ils essayent de cibler, enfin pas que pour le varroa, mais pour les d'autres espèces, hein, les tiques et d'autres. Euh, ils essaient de cibler le système nerveux. Donc globalement, on essaie de provoquer, je sais pas, une baisse de contractilité, une hyper activité. Enfin, tout dépend des différents exercices utilisés. Donc, si on s'intéresse sur cette partie génétique uniquement, ça ne pourrait que montrer comment le varroa va s'adapter. De là, on tirer des choses ou des stratégies qu'on pourrait mettre en place pour limiter cette apparition, oui. Euh, mais je peux vous dire que ce n'est pas, enfin, on a récemment publié un article, donc j'ai vu la lenteur des choses et le temps qu'on est consacré pour avoir ce résultat qui, au final, tant mieux, on a fait plus de 240 génotypages en France, euh, mais ça, on a pris 2 ans minimum. Donc, effectivement, ça pourrait vraiment améliorer notre lutte. En gros, ça prend beaucoup de temps et par conséquent aussi, de l'argent pour la recherche. Donc c'est sûr que c'est des choses qu'on peut exploiter. Je vais en rajouter une autre. Bonjour. Faire un traitement flash à l'acide oxalique avant de mettre des lanières a- euh, ont-ils un intérêt? Mais là, je vais répondre non. Euh,
Donc ça, je vais réinsister là-dessus parce que je sais qu'il existe un médicament qui conseille l'utilisation d'acide oxalique en présence de couvain. Mais typiquement, il faut revenir un peu à mon iceberg de tout à l'heure. Globalement, vous avez 10 à 50% de forétique. Et moi, globalement, quand je fais des conférences et quand je discute avec des API, je leur dis, retenez que vous avez 20% de forétique, 80% de varroa dans le couvain quand il y a beaucoup de couvains sur des colonies en production en saison. Donc, de toute façon, sur votre population, si vous faites, quand il y a du couvain, un acide oxalique, au mieux, et attention, vous êtes en saison, hein, au mieux, vous allez atteindre potentiellement les 20% de forétique. À un moment T, les 20% de forétique vont tomber. Alors, vous allez me dire, ça en fait tomber, c'est déjà ça. Mais là, pour le coup, les 80% vont ressortir derrière et ne seront pas impactés globalement par votre traitement ou vont éventuellement être exposés à des doses de médicaments qui seront peut-être plus faibles aussi, hein, parce que bah, il y a quand même un effet dilution, même pour l'acide oxalique, on peut imaginer ça. Et donc, moi, j'y vois plutôt un risque potentiellement de multiplier des applications d'un médicament dont on voudrait vraiment sauvegarder l'utilisation parce que pour tous, il est hyper important. C'est vraiment un des médicaments qui nous aide dans la lutte contre varroa de manière générale, hein. Vous voyez comment il est utilisé. Mais j'ai peur qu'à force aussi de l'utiliser dans des conditions qui ne sont pas optimales, je vous ai dit, on peut avoir des résistances à tous les médicaments. Ben, un jour, on débarque sur une résistance aussi à l'acide oxalique. Donc, à la fois, concrètement, l'intérêt est très limité. Alors, vous voulez faire un flash avant l'application des lanières, c'est ce qu'on avait fait dans l'essai là, dont je vous parlais, et on a eu un certain résultat, mais on a utilisé des médicaments à base d'acide formique. Parce qu'on sait que le formique peut tuer les varrois dans le couvain. Donc, il y avait un intérêt typiquement à les tuer du varroa dans le couvain parce qu'on savait que les colonies étaient fortement infestées. Pour info, dans le lot des 14 rennes là, qu'on a eu, il y en a deux qui se sont remérés, donc c'était pas la catastrophe, mais bon, ça, voilà, ça arrive. Et, euh, et chez un pro chez qui on a fait ce même genre de technique, c'est pour vous donner un peu des choses concrètes. Sur 200 colonies, il y en a 4 qui vraiment ont posé problème avec l'acide formique. On était vraiment dans les bonnes utilisations de température, etc. Donc c'est utilisable. Ça a fait vraiment chuter du varroa. Alors je ne peux pas vous donner tous les résultats de l'essai là qu'on est en train de travailler, mais globalement, on a vraiment fait tomber du varroa de manière importante avec le flash d'acide formique. Mais attention, ça peut quand même altérer des rennes, donc c'est pas une légende. Donc, faut avoir potentiellement, on est au moment où il faut avoir des Derrière rennes de sous la main, il remplacement. faut Oui. voilà, des remplaçantes. Mm. Mais typiquement, là, par contre, vous allez tuer du varroa dans le couvain. Donc, vous allez Mm. vraiment faire tomber la charge parasitaire de manière assez importante, rapidement. Et là, pour le coup, potentiellement, ben, c'est ce qu'on avait fait avec une réutilisation de médicaments longue durée derrière pour terminer de faire tomber le reste des infestations parce que c'était pas terminé, quoi. On l'a vu après. Donc, C'est pareil, j'espère que ça répond à vos questions. l'acide oxylique, éventuellement, si on l'associe à un engagement, peut peut-être être utilisé tout aussi bien Ouais. que, Mais que on en l'acide. revient du hors couvain. Ouais. Il Mais on il faut revient à bien faire. l'autre, hein. C'est la Ouais. condition, effectivement. Alors, je vais en rajouter une dernière question. Je suis désolé, il y en a tellement qui arrivent et je crois qu'on a dépassé Moi, les temps. ça me va, hein. Je t'avais dit, si tu veux, donne les Il questions et puis on va faut qu'on répondre. retienne pas beaucoup les gens aussi. Alors, que pensez-vous des traitements, donc un traitement à base d'amitrase suivi d'un autre traitement à base de flumètrine que j'ai effectué en 23, donc je suppose en 2023, plusieurs mois, 3 mois. Après, j'avais moins de 5 chutes sur une semaine sur toutes les ruches. Alors, Ben, Monsieur Chemot, si vous êtes encore avec nous, donc si on comprend bien, c'est que ces deux traitements sont à la suite, c'est ça? je le comprends comme ça. Alors, je vais mettre un petit mot là-dessus. Alors, ben, sur le principe, ben, typiquement, vous avez fait une alternance, mais sur l'année, donc si j'ai bien compris. Donc, c'est clair que ça va vous faire tomber beaucoup de varroa, mais par contre, on multiplie l'utilisation de médicaments sur la même année euh, avec des molécules chimiques, en l'occurrence, avec une des molécules qui peut voir l'apparition rapide quand même de résistance.
donc la flumètrine. Donc ça veut dire que obligatoirement l'année d'après, enfin pour moi, vous pourriez plus l'utiliser. Alors, moi, j'ai tendance à dire, j'aimerais bien réserver, c'est ce que je dis dans mon PSE, j'aimerais bien réserver l'utilisation des lanières longue durée à un traitement par an. J'évite vraiment, j'essaie de faire éviter aux apiculteurs qui m'interrogent au printemps sur qu'est-ce que je fais, etc., sur l'utilisation de lanières, parce qu'on pourrait dire, bah, je remets des lanières ou d'une autre molécule, pourquoi pas aussi pour refaire tomber du varroa, parce que j'aimerais bien préserver cet aspect d'émergence de résistance et de conserver vraiment avec d'autres techniques biotechniques et formiques ou acides oxaliques, ou thymol éventuellement l'utilisation des traitements au cours de la saison ou en flash, etc. C'est vraiment dans l'objectif d'essayer de limiter l'apparition de résistance. Ça, pour moi, ça reste quand même une chose importante. Donc, si sur le principe, ok, c'est vrai, vous avez raison, vous avez fait deux médicaments différents et vous avez sans doute tué avec la flumètrine les varroas qui étaient résistants à la mitrase, ou enfin, qui auraient pu être résistants. Mais au long terme, par contre, je pense que ça va nous poser des problèmes, ou ça va vous poser des problèmes si chaque année vous réutilisiez ce genre de protocole, par exemple. Donc, c'est là où ça, il faut l'avoir en tête aussi. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter l'apparition de résistance aux molécules dont on dispose aujourd'hui? Et je vous rappelle qu'on en a aujourd'hui que 6. C'est pas énorme hein, comme arsenal thérapeutique. C'est bien, c'est pas mal, mais c'est pas énorme quand même. Donc, c'est vrai Mm. qu'on on est en attente. Bon, c'est clair qu'il faut. Bon, moi, ce que j'ai envie de rajouter aussi, c'est surtout aussi penser à ne pas multiplier les molécules, les traitements en même temps. Je pars sur la même période. Et ça peut aussi générer d'autres actions qui sont peu recommandables, c'est surtout pour la santé de l'abeille. L'exemple donc il y a des interactions entre acaricides. Et ça aussi, faut vraiment essayer de respecter les consignes d'usage et ne pas mélanger les différentes molécules. Oui, oui, je m'excuse, je t'interromps, mais c'est vrai que j'ai pas parlé des cires, Mm. hein, Oui, éventuellement des oui. résidus. Mais je suis parti sur le varroa et la résistance, mais tu as raison sur les résidus Mm. potentiellement dans les colonies aussi, par exemple, quoi. Ouais. Ok. Alors pour info, l'acide oxalique ne laisse pas de résidus, les acides formiques ne laissent pas de résidus dans les cires. D'accord? Oui, c'est Donc des molécules ça, hydriques c'est un fortes. point intéressant, c'est un point à relever aussi. Alors, en une heure, on ne peut pas vous donner, enfin, clairement, il faudrait discuter de chaque point, mais vous voyez, c'est toute une globalité à voir, c'est tout intégré, c'est ça aussi, c'est attention à mes cires, attention à mes résistances, Tout à fait. attention à ce que je produise, enfin, vous voyez, tous ces points-là, il faut les avoir en tête quand même. Bon, je pense que on va arrêter ici aujourd'hui. Merci à tous, merci à toutes et à tous, merci pour vos questions, merci pour les différents échanges.